Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble. Ce mois-ci, notre dossier sera consacré à la chirurgie de la main. Nous allons aller faire un tour du côté du service spécialisé au CHU Grenoble-Alpes avec son chef de service, le docteur Denis Corsella. Bonjour. Bonsoir. Ainsi qu'un kinésithérapeute, François Ramy, et une ergothérapeute, Patricia Leluc. Bonjour à tous les deux. Je salue également Vincent Templard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes président de Medicalp, le cluster des entreprises innovantes à Grenoble et en Isère. Vous êtes donc notre expert en la matière des entreprises santé, bien évidemment, puisque c'est le thème de cette émission. Mais pour l'instant, je vous propose de nous intéresser à une première mondiale entre Surgivisio et le Shuga. La chirurgie mini-invasive se construit aussi à Grenoble. En décembre 2017, le service orthopédie et traumatologie du sport de l'hôpital Nord du CHU de Grenoble-Alpes a réalisé la première vertébroplastie avec le système Surgivisio. Olivier Escalon vous dit tout presque. La capitale des Alpes démontre une nouvelle fois son statut de leader mondial de la chirurgie assistée par ordinateur. Après 8 années de développement, l'entreprise grenobloise Surgivisio lance son produit éponyme, un système d'assistance chirurgicale qui réunit dans un seul appareil l'imagerie 3D et la navigation en temps réel des instruments. Avant Surgivisio, on avait d'un côté des appareils d'imagerie 3D qui pouvaient aller au bloc opératoire, comme un scanner si vous voulez. On avait de l'autre côté des systèmes de navigation chirurgicale qui peuvent suivre la position d'un instrument. Et il fallait jusqu'ici tirer un fil entre les deux pour les faire fonctionner ensemble. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un système qui est très simple d'utilisation, donc plus rapide et beaucoup plus précis. C'est ça l'avantage principal. Le système Surgivisio s'adresse aujourd'hui à la chirurgie de la colonne vertébrale, mais à terme, il doit évoluer pour toucher tous les domaines impliquant des os. C'est au CHU de Grenoble qu'avait lieu la grande première sur une vertébroplastie, une opération effectuée par le professeur Tonetti et son équipe qui consiste à fixer une fracture au niveau de la première vertèbre au-dessus du bassin en y injectant du ciment. Celui-ci va combler les failles et calmer les douleurs du patient. Avec cette technologie, l'incision n'est plus nécessaire. Un pas de plus vers le tout percutané, la chirurgie sans ouvrir. Donc ça permet de s'adresser aux gens les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont eu des gros traumatismes et qui sont en train de se battre avec une lésion du cerveau, une lésion du poumon, une lésion du foie. Donc rajouter une chirurgie agressive dessus, ça leur fait mal. Et puis les gens plus fragiles aussi, les personnes âgées qui ont souvent des complications de type infection et autres. Donc ça permet de faire des chirurgies assez agressives de manière moins invasive. Et qui dit une chirurgie moins invasive, dit des temps de rémission plus courts. La patiente opérée le mardi matin était debout le mercredi. Alors Vincent, est-ce que c'est vraiment une rupture technologique que propose Surgivisio ? En tout cas, ça a été dit dans le reportage d'Olivier, c'est une vraie innovation, ça a été une première mondiale. Et c'est bien expliqué dans le reportage sur effectivement le fait de marier deux technologies en définitive différentes, que sont celles de l'imagerie et puis celles en définitive du guidage de l'intervention elle-même pour en faire une intervention mini-invasive et moins douloureuse. Donc oui, c'est une vraie rupture, une vraie innovation qui a eu lieu au CHU de Grenoble au mois de décembre. C'est pour ça qu'il est important pour les entreprises de travailler en collaboration aussi avec les médecins. Ça leur permet d'avancer comme cela. Nos entreprises ne peuvent qu'avancer en collaboration avec les médecins, les chirurgiens, l'ensemble des professions de santé et les patients aussi, pour répondre aux attentes de l'ensemble, j'allais dire, et d'améliorer la qualité des soins. C'est une formidable vitrine, cette première pour l'entreprise et plus généralement, on le disait, pour le tissu innovant grenoblois. C'est une magnifique vitrine pour l'entreprise, c'est une magnifique vitrine pour Grenoble. C'est une entreprise qui est, j'allais dire, le vent en poupe, qui a été 2 fois lauréate du concours mondial de l'innovation.
reçu à l'Élysée, qui a de forts soutiens des acteurs de financement comme BPI France notamment, et qui a un très beau potentiel de développement. C'était indiqué dans le reportage aussi, d'autres perspectives de l'appareil Surgivisio pour d'autres types d'opérations probablement, et puis un marché qui est un marché qui peut concerner tous les pays occidentaux à minima. Ça, c'est la suite. Est-ce que vous en savez un peu plus en tant qu'expert Medicalp? Non, j'en sais pas plus. Je pense que cette première opération a eu lieu à Grenoble avec le soutien aussi, il faut le mentionner, de la région Rhône-Alpes, qui a permis l'acquisition de ce premier appareil. L'entreprise a besoin maintenant de pouvoir se développer, de distribuer son produit, être en phase de sélection de ses distributeurs, de pouvoir aussi, et c'est un accès important pour nos entreprises, accéder au marché américain le plus rapidement possible, mais probablement aussi au marché japonais. Mais j'ai aucune information, Marie-Caroline. Vous ne pouvez rien nous dire, on suivra tout ça. Merci Vincent. Dans la suite de Check-up, on va s'intéresser à la chirurgie de la main. On reste au Sugar. Zoom aujourd'hui sur cette chirurgie très particulière avec vous, docteur Denis Corcella. Je rappelle que vous êtes chef de service du service chirurgie de la main au CHU Grenoble-Alpes. En face de vous, François Ramy, vous êtes kinésithérapeute à l'hôpital. Et Patricia Leluc, vous êtes, vous, ergothérapeute. On expliquera la différence dans quelques minutes. Et pour bien comprendre de quoi on parle, on va regarder tout de suite un reportage réalisé dans votre service, toujours par Olivier Escalon. Elle est considérée comme le deuxième organe le plus complexe du corps humain après le cerveau. Elle permet d'appréhender le monde physiquement en saisissant un objet par exemple, et socialement par la gestuelle ou le contact avec l'autre. La main est un membre à part qui nécessite une chirurgie à part entière. Donc la chirurgie de la main, c'est toute la chirurgie qui concerne la main, mais c'est-à-dire l'enveloppe, la peau, les tissus mous, les tendons, les nerfs, les artères, les veines, et aussi l'os, donc les phalanges, les métacarpiens, le poignet, les articulations, les ligaments. Donc c'est vraiment l'entité anatomique main qui est prise en charge dans son ensemble. Et pour prendre cette entité anatomique dans son ensemble, le praticien fait appel à des techniques variées. Chirurgie plastique, orthopédique, tendineuse et même micro. Objectif, rendre au patient le sens du toucher, la dextérité et la force. Les interventions se classent en 2 catégories, réglées ou d'urgence. Alors les opérations les plus courantes en chirurgie de la main, ce qu'on fait en chirurgie réglée, ça va être des interventions sur des pathologies dégénératives. Donc ça peut être des mains atteintes d'arthrose. Tout ce qui est syndrome canalaire, c'est-à-dire que c'est des nerfs au niveau de la main qui sont coincés. Et le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le canal carpien, qui est très connu, où là, notre intervention consiste à libérer le nerf de son canal qui est trop serré. C'est l'opération de la main la plus fréquente avec plus de 200 actes par an à l'hôpital Nord. Côté chirurgie d'urgence, on trouve les plaies, les fractures ouvertes ou fermées et les infections. La chirurgie de la main s'accompagne toujours d'une rééducation, c'est-à-dire d'exercices destinés à maintenir sa mobilité. C'est là que les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes entrent en jeu. Alors, une main qui ne bouge pas est une main qui va s'enraidir à une vitesse vraiment très importante. On a chaque muscle de la main qui bouge plusieurs dizaines de milliers de fois par jour et qui se contracte plusieurs dizaines de milliers de fois par jour. Donc dès que vous l'immobilisez et qu'une articulation ne bouge pas, la tendance naturelle de cette articulation, c'est à se rétracter et à donc s'immobiliser. Attelle ou orthèse immobiliseront exclusivement la partie qui doit l'être. La rééducation d'une main peut aller d'1 mois pour une fracture simple à des années pour une pathologie plus complexe. Alors on va voir ensemble, si vous le voulez bien, on va détailler un petit peu ce reportage. Docteur Corcella, en quoi la main est un membre particulier? Combien de nerfs, de muscles, d'os? Alors, ce n'est pas vraiment un membre particulier, c'est plus la prolongation du membre supérieur, la terminaison du membre supérieur, et je dirais peut-être même la prolongation du cerveau. Parce que c'est avec la main qu'on appréhende le monde extérieur et c'est dû à une innervation sensitive extrêmement abondante
qui fait que la sensibilité de la main a une importance toute particulière. Et la chirurgie de la main vise à préserver ou à rétablir cette sensibilité qui pourrait être atteinte au cours d'un traumatisme ou d'une pathologie dégénérative, comme on l'a vu dans le reportage avec le syndrome du canal carpien, par exemple. Et le tout en donnant à cette main le plus de mobilité et de dextérité possible. Donc, la particularité de la chirurgie de la main, c'est une chirurgie qui est fonctionnelle. C'est rarement vital, quoi qu'il arrive qu'on ait des tumeurs de la main qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, mais c'est relativement rare. Donc c'est une chirurgie fonctionnelle qui fait qu'on doit s'adapter à la fonction, on doit rétablir la fonction de la main pour que les gestes utiles de la vie quotidienne soient le plus réalisables et normalement et possiblement. Est-ce que vous diriez que la main, c'est une zone fragile ? Alors, la main, c'est une zone fragile, oui, de par son exposition. La main, même en période de grand froid, comme actuellement, la main comme la face sont les deux zones qui restent toujours découvertes. C'est la main qui va explorer un outil, une machine, et qui peut être appréhendée par cette machine, et elle peut être l'objet de dégâts qui peuvent être dramatiques parfois. Alors, quels sont les types de pathologies que vous rencontrez ? Il y a à la fois des traumatismes, des rhumatismes, il y a des maladies qui sont particulières, peut-être pas des maladies, mais des pathologies particulières aux sportifs, des malformations. Alors oui, il y a différentes catégories. Donc, on l'a vu dans le reportage, il y a tout ce qui est pathologie dégénérative, avec effectivement l'arthrose, notamment la rhizarthrose qui concerne le pouce, ou l'arthrose du poignet. Il y a les syndromes canalaires, c'est-à-dire les compressions de certains nerfs au poignet ou au coude. Et ça peut arriver pour quelle raison ? On n'a pas vraiment de... Ça peut arriver soit suite à des gestes répétitifs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être mis en cause. Souvent, c'est ce qu'on appelle idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause vraiment définie. Il n'y a pas une cause vraiment définie qui est à l'origine de ces pathologies. Et donc, il y a tout ce qui est dégénératif et qui fait partie de la chirurgie programmée. Et il y a aussi effectivement tout le traumatique, ouvert, à savoir avec effraction cutanée, qui nécessite une prise en charge rapide, dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Et le traumatique fermé, c'est-à-dire tout ce qui est fracture, entorse, qui peut être pris en charge un peu plus tardivement, mais dans les jours ou les heures ou les jours qui suivent le traumatisme, les 3 ou 4 jours qui suivent le traumatisme. C'est une chirurgie plastique et reconstructrice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est une chirurgie qui fait appel à différentes techniques empruntées à la chirurgie orthopédique pour tout ce qui est l'ostéo-articulaire, et à la chirurgie plastique et réparatrice, c'est-à-dire la chirurgie de l'enveloppe cutanée et globalement des tissus mous. Et la main est composée de différents petits os, de multiples tendons, nerfs et artères qui, du fait de leur anatomie et de leur calibre souvent assez faible, nécessitent des précautions lors des manipulations qui font appel à des techniques particulières, notamment la microchirurgie, c'est-à-dire la chirurgie sous fort grossissement optique. Voilà.
Du coup, c'est vraiment important de faire appel à des spécialistes. Vous me le disiez hors antenne. En fait, c'est votre domaine depuis que vous avez quitté vos études de médecine. Alors, Je ne dirais pas votre âge. Mais... effectivement, c'est une spécialité à part entière qui fait appel donc à différentes procédures, mais la chirurgie de la main, comme peut l'être la chirurgie cardiaque ou la chirurgie ophtalmologique, est une spécialité au CHU de Grenoble et même ailleurs qui fait appel à des spécialistes rompus à la pratique et qui continuent à apprendre même quand on est un peu âgé. Non, je ne dirais pas jusque-là. Combien d'opérations vous réalisez par an dans ce service ? Alors, dans le service de Grenoble, il y a environ 2000 interventions en chirurgie réglée, plus 800 à 900 interventions en chirurgie d'urgence, donc près de 3000 interventions annuelles. Pour un passage alors toutes les urgences ne sont pas chirurgicales puisqu'il y a environ entre 18 et 20 000 passages qui concernent la main aux urgences et sensiblement 18 000 consultations annuelles dans le service de chirurgie de la main. Ah oui, donc vous vous ennuyez pas. Pas vraiment. On va parler de la préparation des opérations. Donc, quand il s'agit évidemment d'opérations réglées, est-ce que vous travaillez main dans la main avec le service rééducation, peut-être François Arami ? Oui, bon, on travaille toujours, dans tous les cas, on travaille toujours ensemble. Hein. Ouais. Dès qu'on sait qu'il y a une opération qui va être préparée, suivant les opérations, on peut déjà recevoir le patient, déjà lui donner des conseils, déjà avoir des séances de rééducation. Oui, alors oui, souvent les consignes, pour l'intervention, le chirurgien peut nous demander d'obtenir une main souple, de récupérer des amplitudes, de récupérer de la force musculaire en attendant, en préparant une opération. Pourquoi c'est important de faire ça avant l'opération ? Justement pour faciliter le geste et faciliter la rééducation qui suit le geste. La chirurgie de la main s'articule sur 3 axes essentiellement. C'est le patient, le chirurgien et le rééducateur. Il n'y a pas de hiérarchie. On peut prendre ça dans tous les sens. Et tous les 3 ont un rôle extrêmement important. Et alors le patient subit ou bénéficie, ça dépend comment on voit les choses, de l'expertise des 2 autres. Mais la chirurgie sans la rééducation, pour ce qui concerne la main en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et le rééducateur, qu'il soit kiné ou ergo, a au moins autant d'importance que le chirurgien dans la prise en charge du patient. Quand vous réalisez une opération, sans rentrer trop dans le détail, mais techniquement, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous procédez ? Il faut tirer des ligaments, Alors c'est assez vague comme question, mais ça dépend évidemment de l'opération en question. Lorsqu'il s'agit de libérer un nerf, on sectionne la partie ligamentaire ou tendineuse qui peut comprimer ce nerf. Lorsqu'il s'agit d'une arthrose, d'une articulation détruite, on peut la remplacer par une petite prothèse ou un implant. C'est relativement varié. Lorsqu'il s'agit d'une artère qui est coupée, on la répare sous microscope pour permettre au flux sanguin d'être rétabli. Vous nous l'avez dit, le service effectue énormément de réparation. Parce que c'est tellement un outil, la main, que j'ai presque envie de dire réparation. Est-ce que ce sont des opérations qui peuvent être effectuées en ambulatoire ? Est-ce que le patient peut sortir dans la journée le plus souvent ? Alors, la majorité de la chirurgie de la main se fait en ambulatoire et dans le service. 95% de la chirurgie qui concerne la main est fait en ambulatoire.
et le service de chirurgie de la main avec l'ophtalmologie a été promoteur dans pour l'ouverture du service de chirurgie ambulatoire au CHU de Grenoble. On l'a vu dans un précédent reportage, on a parlé de chirurgie vision. Est-ce que vous utilisez la chirurgie assistée par ordinateur? Alors la main s'y prête un peu moins que certaines autres spécialités, mais on peut utiliser la chirurgie assistée par ordinateur dans certaines techniques microchirurgicales. Et en particulier dans la chirurgie du plexus brachial, qui est le plexus brachial. Donc ce sont tous les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, et qui se distribuent aux membres supérieurs et à la main, qui peuvent être lésés donc à leur origine et qui occasionnent des paralysies étendues au niveau de la main. Et cette chirurgie du plexus brachial peut faire appel à des techniques avec assistance par ordinateur ou plus exactement par réalité augmentée. Voilà. Alors, ça, ce sont des nouvelles techniques. Vous avez également expérimenté, alors pas forcément une nouvelle technique, mais en tout cas, c'était une première. On en a beaucoup parlé partout l'été dernier. Votre service a effectué la première double réimplantation des bras sur une jeune femme qui avait eu un accident. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui lui était arrivé? Alors effectivement, c'est une première nationale. Il s'agissait d'une double réimplantation simultanée sur une jeune dame qui a été victime d'un accident suite à un passage sous un train. Ce qui lui est arrivé, donc, c'était une amputation multiple parce que un pied aussi avait été concerné. En plus des deux bras. Donc il faut saluer là la bonne coordination des secours et du service SOS Main au CHU de Grenoble, qui a permis donc la prise en charge sur les lieux de l'accident de cette blessée, de ce blessé, et son transport immédiat au bloc opératoire, et la prise en charge donc par l'équipe SOS Main d'astreinte ce jour-là pour c'est quoi le protocole d'SOS Main? Alors le protocole SOS Main, c'est la prise en charge de toutes les lésions de la main et parfois du membre supérieur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc ça s'adresse aux urgences urgentissimes, entre guillemets, comme peuvent l'être les amputations, mais c'est valable aussi pour tous les autres blessés pour ce qui concerne la main. Lors de cette opération, il y avait deux équipes qui travaillaient. Dès qu'on vous a informé, vous avez su tout de suite, on va faire deux équipes. Compte tenu de l'amputation double, effectivement, alors on a déjà réalisé plusieurs fois des amputations au bras, mais uniques. Là, une seule équipe suffit, un seul chirurgien qui répare l'os, les muscles, les vaisseaux, les nerfs et la peau si besoin. De fait, comme il y avait une amputation double, à une équipe, ça aurait multiplié le temps opératoire par 2 et sans doute grévé le pronostic vital du membre réimplanté. Donc 2 équipes nous ont paru effectivement opportuns. Combien de temps entre l'accident et le début de l'intervention? Entre le traumatisme et le début de l'intervention, environ 3 heures. Voilà. Un peu moins de 3 heures. D'où une très forte coordination. D'où l'importance de la bonne coordination entre les secours et le CHU. Alors j'imagine que cette opération a nécessité une rééducation très lourde. Cette patiente se trouve actuellement au centre Roche-Plane. Mais au CHU, comment vous avez travaillé avec elle?
Est-ce que ça se passe dès le réveil? Alors oui, ça se passe, c'est une des particularités de la rééducation de la main, c'est que ça se passe tout de suite, quoi. C'est une rééducation, ce qu'on appelle immédiate. Donc là, pour ce cas précis, c'est beaucoup ce qu'on appelle du soin de nursing, c'est-à-dire qu'on s'occupe des membres, on en prend soin, ça veut dire qu'on évite l'installation des raideurs. Donc on fait en sorte que les bras, les mains, les doigts restent souples. Comment vous procédez? Ce sont des massages? Non, des mobilisations, on mobilise les doigts dans toutes les amplitudes, on garde l'opposition. Voilà, en fait, c'est le thérapeute qui réalise tous les mouvements, quoi. Là, dans ce cas, c'était donc du coup des mouvements passifs, quoi, hein, comme il n'y avait pas de motricité. Après, on peut réaliser des appareillages pour les installations nocturnes, pour éviter que les membres, la main se mette dans des mauvaises positions. Donc voilà, c'est vraiment tout un travail de préventif, on va dire, en attendant la récupération lente. Après une opération, vous travaillez vous aussi ensemble, kiné et ergothérapeute. Est-ce que vous pouvez peut-être, Patricia Leluc, nous préciser la différence entre les deux métiers? La différence, oui, bien sûr, je peux préciser. Déjà, la plupart des personnes connaissent la kinésithérapie. Je vais parler un peu de la kiné pour différencier avec l'ergothérapie ou compléter. Parce que ce n'est pas forcément différent. Souvent, je prends l'exemple de deux cercles, le kiné et l'ergo, et en fait, on a quand même une grosse part au centre commune. Alors, l'ergothérapie, c'est aussi un métier de rééducation qui a des études un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu, des études équivalentes kiné-ergo. Donc, en 3 ans actuellement pour les ergothérapeutes, en 4 ans pour les kinés maintenant. Et en kiné, donc on travaille surtout, j'ai envie de dire, la mobilité. Justement, ce que disait François tout à l'heure, on travaille la mobilité. On va travailler sur le mouvement. Je schématise assez rapidement. En ergothérapie, on va beaucoup plus travailler, et notamment au niveau de la main, sur la fonction. C'est-à-dire ce mouvement, être mobile et être en mouvement, à quoi cela va nous servir? Eh bien, justement, à faire quelque chose, à utiliser ses mains. Comme l'a dit tout à l'heure Dr Corsella, donc si on intervient, c'est pour redonner une fonction à la main. Donc, dans la continuité de la chirurgie, ce que l'on va faire, c'est cette main, essayer de lui donner la fonction la meilleure possible. Et donc, l'ergothérapie, c'est très vaste. Le mot clé accolé à l'ergothérapie, c'est redonner l'activité de la vie quotidienne la plus normale possible à la personne. C'est-à-dire lui redonner le plus d'autonomie possible. On travaille vraiment sur l'autonomie de la personne. Alors, ça va être par la rééducation directement, c'est-à-dire lui faire des mouvements pour lui redonner le plus d'autonomie possible, d'où je viens d'employer le terme mouvement, c'est-à-dire d'où on travaille énormément avec les kinés. On a une part du travail qui est commune, une grande part d'ailleurs en chirurgie de la main. C'est pour ça qu'on nous appelle souvent les rééducateurs. On ne différencie pas trop l'ergothérapie, la kinésithérapie chez nous. Et au-delà de la rééducation, ce qu'on va peut-être faire un peu plus en ergothérapie, c'est si la personne a des difficultés à utiliser son téléphone, à communiquer, à manger, à se déplacer, on va du coup éventuellement voir des aides techniques, c'est-à-dire des aides. Quelle aide on peut lui apporter pour qu'elle puisse faire à nouveau avec son handicap donné, comment elle peut faire pour continuer à faire justement. Au besoin avec des appareillages? Ça peut être avec des appareillages, bien sûr, oui. Par exemple, le cas de la personne qui avait justement ses 2 bras réimplantés, on a dû faire des attelles, des orthèses pour déjà la mettre en bonne position. Donc, la position est demandée par le chirurgien, tant de degrés. On effectue donc des gouttières. Et au-delà de ça, ces personnes, c'est vrai qu'en ergothérapie, par contre, on va s'occuper de son confort, c'est-à-dire avec ces attelles. Imaginez 2 bras, c'est quand même pas facile du tout. Donc, comment l'installer au mieux déjà dans sa chambre, juste après l'opération. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que l'on peut faire avec 2 bras comme ça? Pas grand-chose. Et même rien. Donc, l'ergothérapeute était là pour essayer de voir comment je peux aider un petit peu cette personne. Et cette personne, en fait, tout simplement, on va lui demander qu'est-ce qu'aujourd'hui,
tout de suite, vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous manque tout de suite le plus dans ce qui est un petit peu possible? Il faut être un peu psychologue aussi. Un petit peu. On va dire, il faut surtout discuter. Il faut parler avec la personne et voir quels sont ses besoins. Et au tout début, c'est-à-dire juste après une opération, ça va être le confort, effectivement. Ça va être qu'on s'occupe de ses mains. Donc le kiné intervient là. Et moi, par exemple, pour cette personne, je suis intervenue plus au niveau de la relation avec l'extérieur, c'est-à-dire réutiliser son portable sans les mains. Voilà. Donc on trouve les moyens, comment utiliser son téléphone sans les mains. C'est tout à fait possible. Mais il faut ajuster, il faut chercher avec la personne ce dont elle a besoin, là, à ce jour. Alors, on est en période hivernale, les températures sont assez basses. Est-ce qu'il vous arrive de traiter des gelures dans votre service ? Alors oui, ça nous arrive de traiter des gelures, effectivement suite à des excursions en montagne sur des montagnards peut-être pas très bien préparés. La prise en charge est assez bien codifiée. Il y a une référence en France pour ce qui est du traitement des gelures, c'est l'hôpital de Chamonix, qui a mis au point un protocole qui maintenant fait référence. Et parce que du fait de leur position géographique, recueillir environ 300 gelées par an. Plus toutes celles qui arrivent du Népal ? Plus celles qui arrivent du Népal, effectivement, pour ce qui concerne les alpinistes français, en tout cas. Et donc, à Grenoble, on suit sensiblement les recommandations des médecins de Chamonix, mais il nous arrive effectivement de prendre en charge ce genre de blessés, soit directement, soit secondairement, pour des gelures graves qui nécessitent des reconstructions tissulaires parfois. François Aramy, on va terminer avec vous. Vous me le disiez en préparant cette émission, la main, c'est un outil important et en fait, tout se joue dans les premiers mois pour la rééducation. Premier mois, voire premier jour. Hein. Souvent, on dit de commencer, on commence la rééducation immédiatement. Est-ce qu'on peut réparer une rééducation ratée ? Ça dépend à quel stade on est. Hein. Si c'est au bout d'une semaine, ça peut aller. Si c'est 3 mois après, c'est plus compliqué. Là, c'est plutôt le chirurgien qui va réparer une rééducation ou une non-rééducation souvent. Hein. Après les rééducations ratées, est-ce qu'on peut parler de rééducation ratée ? Ce qui est important aussi, c'est surtout d'éduquer le patient. Il faut bien lui dire dès le début, lui expliquer les enjeux, lui dire qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme mouvement, ce qu'il va ne pas pouvoir faire. Et voilà, que s'il ne suit pas les protocoles qui sont bien établis, le risque c'est de repasser entre les mains du chirurgien. Et pour compléter ce que disait François Aramy, peut-être difficile de récupérer une rééducation ratée, mais souvent possible pour les rééducateurs de récupérer une intervention ratée. Mais ça n'arrive jamais au CHU de Grenoble. Jamais. Évidemment. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Merci. Et avant de poursuivre, je vous propose une petite page de publicité. Nous sommes de retour dans Check-up, toujours avec le président de Medicalp et notre expert Vincent Tomplard, fidèle au poste. On va parler dans un instant d'un sujet qui peut intéresser potentiellement au moins 50% de la population.
Pas facile tous les jours d'être une femme. Des pesticides, des perturbateurs endocriniens ou du glyphosate, selon une enquête publiée en 2016 par l'UFC. Que choisir? Ce sont quelques surprises que l'on retrouverait dans certains tampons et serviettes hygiéniques, sans compter des tampons trop absorbants et des risques de choc toxique. Mais vous avez peut-être la solution, Morgane Delavallée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de MyVcup, une entreprise iséroise qui commercialise depuis novembre 2017 une coupe menstruelle dont le but est, comme son nom l'indique, de recueillir le flux des règles. Comment vous avez eu l'idée de travailler sur ce thème? Alors tout simplement, l'idée m'est venue en mars dernier, où je me suis retrouvé dans le sud de la France, entouré de femmes qui parlaient justement de ce sujet-là par rapport aux polémiques qui ont été faites autour des tampons et des serviettes, et qui expliquait justement l'intérêt et la qualité de l'utilisation d'une cup. Et j'ai trouvé vachement intéressant, j'ai tendu l'oreille, ça m'a interpellé, et j'en ai pas dormi pendant 2 jours. Je me suis dit que si j'étais une femme, j'utiliserais ce produit. Et du coup, c'est comme ça que finalement, l'idée est venue. J'en ai parlé avec ma conjointe, je me suis levé et j'ai dit je vais créer une entreprise pour pouvoir justement contribuer au bien-être féminin. Donc elle m'a dit, un homme qui parle de coupe menstruelle, c'est quand même pas forcément, c'est pas forcément commun. C'est ce à quoi on s'attend. Voilà, exactement. Et on a voulu du coup créer une entreprise. Qu'est-ce qui vous a empêché de dormir? Quels sont les avantages en définitive que vous avez vus à ce produit? En fait, les avantages que j'ai pu voir, c'était déjà aussi tout l'aspect économique et écologique par rapport à ce produit-là. Parce qu'il y a eu vraiment... on en parlait justement avec ma conjointe, elle me disait qu'à certains moments, ça coûtait. Il y avait un budget quand même qui était... que nous, les hommes, nous n'avons pas et que la plupart des femmes ont. Et du coup, elle me disait que ça peut coûter très cher. Et on a fait un petit peu des recherches par rapport à ça. Et on s'est aperçu qu'une femme, en fonction de la marque et du produit qu'elle utilise, une femme, à peu près sur une vie, fait entre 15 à 20 000 euros d'économie en utilisant une coupe menstruelle par rapport à des tampons et des serviettes. Et puis niveau écologique, évidemment, vous le disiez, c'est beaucoup moins de déchets. Beaucoup moins de déchets. Aujourd'hui, dans une vie, en moyenne, une femme va utiliser entre 10 à 15 cups, contrairement à des tampons et des serviettes, où il va y avoir bien évidemment un flux de déchets beaucoup plus important entre le produit usagé et l'emballage. Bien sûr. Vous nous avez apporté quelques-unes de ces cups. Il y a plusieurs couleurs et plusieurs tailles. Exactement. Du coup, on a voulu faire trois couleurs, justement, pour que les femmes puissent choisir. Donc ça, c'est plus finalement... c'est un petit côté marketing. Voilà, c'est un côté marketing. Elles sont fabriquées comment, ces cups? Alors, elles sont fabriquées avec du silicone médical, avec un fabricant qui se trouve dans le sud de la France, sur Cavaillon. Donc on a fait faire notre moule par un bureau d'études pour améliorer le produit qui est existant. Parce que du coup, nous n'avons pas créé la cup, ça existe depuis 1930. Et ensuite, tout simplement, c'est notre outillage où il y a une injection de silicone médical pour pouvoir ensuite avoir un produit fini. Donc de 3 coloris, translucide, rose ou violet, avec 2 tailles, en fonction justement de l'âge de la personne, en fonction du flux aussi, parce que pas toutes les femmes ont le même flux, et en fonction de si on a eu des enfants ou pas. Donc une femme de plus de 30 ans, de plus de 30 ans et avec des enfants, c'est une taille L, préconisée, et une femme de moins de 30 ans sans enfants, ça va être une taille plutôt S. Et ça dure combien de temps? La durée de vie d'une cup? La durée de vie d'une cup, est de 3 à 5 ans. Donc un peu plus longtemps que des serviettes et des tampons. Absolument. Comment... alors, on va pas... pour la démonstration, vous irez voir des tutos sur Internet, il y en a plein. Comment vous commercialisez cette cup? Comment vous avez choisi de la commercialiser? Alors, on a choisi un circuit de commercialisation qui est le e-commerce aujourd'hui. On s'est aussi rapproché justement des pharmacies. Donc, on travaille avec une pharmacie grenobloise actuellement qui commercialise nos cups. Et puis justement, on essaye petit à petit de rentrer dans le milieu pharmaceutique pour que nos clients puissent nous retrouver sur Internet, mais aussi bien en pharmacie pour si jamais il y a besoin d'un conseil d'un professionnel, d'un pharmacien. Et elle coûte au combien moment de l'achat. Une cup comme celle-ci coûte 29,90 €. Donc bien évidemment, à l'achat, c'est un peu plus cher qu'une
boîte de tampons ou de serviettes hygiéniques. Mais sa durée de vie est nettement supérieure. Et puis, vous comptez aussi pas mal sur le bouche à oreille, sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Oui, exactement. Aujourd'hui, on sait que l'influence que peut avoir Internet, les réseaux sociaux, etc., en termes de qualité, en termes de communication, ça peut être intéressant par rapport à la satisfaction finalement des personnes qui vont pouvoir échanger. Et c'est pour ça qu'on a créé une petite vidéo, un motion design, donc une vidéo d'animation de 40 secondes qui explique justement ce que c'est une cup pour un petit peu désamorcer aussi un sujet qui peut être tabou à certains moments pour des parents avec leurs enfants ou pour tout simplement des jeunes filles, etc. L'idée, c'est de pouvoir vraiment désamorcer, rendre l'information accessible à tout le monde et puis connaître du coup cette solution. Merci beaucoup Morgane Della Vella. Merci Vincent Templard. On l'a vu, beaucoup de sujets variés pour ce numéro de Check-up et encore beaucoup d'autres dans le prochain numéro. On se retrouve très vite. Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.